Les JNCC ont refermé leurs portes au parc des expositions d'Abidjan avec l'annonce des prix du café et du cacao pour la campagne 2024-2025. Pour cette campagne qui s'ouvre ce 1er octobre 2024, le prix d'achat Borchamp du cacao a été fixé à 1800 francs CFA le kilogramme et à 1500 francs CFA le kilogramme pour le café. Ce lundi 30 septembre 2024 s'est ouvert à Abidjan un atelier national de consultation consacré au développement durable de la chaîne de valeur du coton, du textile et de l'habillement. Ressources animales et halieutiques, les syndicats font des propositions pour le dégel de la crise avec leur hiérarchie. Les responsables de 4 mouvements syndicaux ont été reçus au ministère des Ressources animales et halieutiques. À San Pedro s'est déroulée la première semaine de valorisation des pôles économiques. Il s'agit des activités de valorisation et de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. C'est toujours un honneur de vous savoir nombreux. Merci de suivre les éditions de l'actualité sur Business 24 Africa, la chaîne panafricaine. Bienvenue à tous. L'actualité, c'est les journées nationales du cacao et du chocolat JNCC 2024 avec l'annonce du prix café-cacao pour la campagne 2024-2025. Les journées nationales du cacao et du chocolat ont refermé leurs portes le lundi 30 septembre 2024. Durant 3 jours, les cacaoculteurs et les chocolatiers ivoiriens et internationaux ont échangé sur les problèmes de leur filière, réfléchi sur leur avenir et exposé leurs produits aux visiteurs. Le clou de cette journée a été la fixation du prix Borchamp du café-cacao pour la campagne 2024-2025 par le ministre d'État en charge de l'agriculture. Nos reporters Philippe Zabo et Marius Seri ont pris part à la clôture des JNCC 2024. Suivons ensemble le reportage. Le prix du kilogramme de café bien séché, bien décortiqué et bien trié est fixé à 1500 francs CFA. Pour la campagne en 2024-2025 qui s'ouvre demain, 1er octobre 2025, et après analyse des composantes de la vente anticipée du cacao, le gouvernement a décidé une hausse de 20% par rapport au prix de la campagne intermédiaire qui s'achève et donc de fixer à 1800 francs le prix du kilogramme de cacao. Voici le nouveau prix du binôme café-cacao pour la campagne 2024-2025. Une hausse de 55% pour le café, soit un ajout de 600 francs CFA, et de 20% pour le cacao, soit un ajout de 300 francs CFA. Des prix accueillis différemment par les producteurs. Tout à l'heure, je viens d'écouter le ministre donner le prix. Bon, je trouve que cela est passable parce qu'on attendait plus que ça. Si pendant la campagne intermédiaire, nous avons eu le prix à 1500 francs, j'aurais voulu que le président fasse un effort. On n'a pas assez de café, c'est vrai, il faut encourager les planteurs de café, mais on aurait dû, sans prendre l'appui sur le Ghana, mais faire le cacao à 2000 et puis le café à 1000 francs. On est satisfait, tout ce qui s'ajoute, c'est satisfaisant. On est content, même si on espérait mieux, mais néanmoins, le prix à 1800, c'est déjà quelque chose d'important. Nous espérons que l'année prochaine, on puisse avoir encore davantage mieux que cette année. Mais déjà, c'est bon. On dit merci au président de la République. En marge de l'annonce d'un nouveau prix du café et du cacao, pour la campagne qui s'ouvre ce mardi 1er octobre 2024, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a annoncé aussi l'adhésion des producteurs, détenteurs de leurs cartes de planteur, à l'assurance couverture maladie universelle. Cette adhésion sera prise en charge par le Conseil café-cacao à hauteur d'1 milliard de francs CFA par mois. Les JNCC 2024 ont été marqués par la présence des cacaoculteurs et des chocolatiers dans des stands. Certains stands ont attiré l'attention des autorités comme la directrice de cabinet de la première dame qui a visité le stand de Kaya, un stand dont la propriétaire a obtenu le prix d'excellence nationale de la Société civile des cultures pérennes et d'exportation.
Suivons la directrice de cabinet de la Première Dame et la directrice générale de Kaya. Ça nous fait grand plaisir de voir le travail des femmes. Nous voyons que les femmes sont des femmes battantes. Elles ont beaucoup d'initiatives et de très belles initiatives. Et ces initiatives ont été récompensées par ce prix d'excellence. Et nous sommes venus les encourager, nous sommes venus les féliciter pour dire que nous sommes avec elles et nous les soutenons entièrement pour toutes ces actions de développement qu'elles mènent pour notre pays. C'est plus de 14 ans d'existence avec 3318 producteurs certifiés Fairtrade depuis 2012, Rainforest Alliance depuis 2013, 2015 KC Association, 2017 agrément à l'exportation, 2023 certifié bio et 2024 on fait partie de la phase pilote de l'ARS 1000 du Conseil Café Cacao. Ce qui a mérité ce prix, c'est d'abord les producteurs. Parce que s'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de coopérative. Et donc la fidélité, le travail acharné de nos producteurs et le sérieux qu'ils mettent dans la qualité surtout, c'est ce qui nous a valu aujourd'hui ce prix. Dans 10 ans, c'est de pouvoir avoir une usine de transformation du cacao pour mieux valoriser les produits de nos producteurs et créer surtout de la valeur pour qu'ils puissent mieux vivre et impacter notre communauté cacaoyenne. Et donc, si on veut rendre le secteur attrayant, c'est d'aller vers la transformation qui va donner plus de valeur au cacao, qui va créer beaucoup d'emplois, de telle sorte que les jeunes diplômés qui n'ont pas peut-être la chance de travailler dans le secteur public puissent trouver d'autres opportunités pour pouvoir travailler. Restons toujours avec nos reporters qui ont rendu visite à un autre exposant, Moussa Sawadogo, PCA de la Société coopérative ivoirienne du négoce des produits agricoles. Cette coopérative a la particularité d'avoir reçu des prix pour la qualité de son chocolat au Salon international de Paris en 2023 et 2024. La SIMPA est aujourd'hui allée de petite échelle à grande échelle de transformation. Nous sommes à la transformation aujourd'hui. Nous transformons des tablettes de chocolat. Nous faisons des poudres de cacao. Nous avons aussi le beurre de cacao qui est bon pour le corps. Donc voilà, SIMPA a une usine de transformation qui aujourd'hui emploie au moins une trentaine de femmes. SIMPA glane les prix parce que nous réfléchissons beaucoup à SIMPA. Le cacao, la transformation du cacao, il ne suffit pas seulement de transformer. Parce que nous sommes nés, nous avons trouvé du chocolat qui est du chocolat noir et du chocolat au lait. Et nous avons dit, mais il faut faire une valeur ajoutée à ces chocolats-là. Et au niveau de SIMPA, vous voyez que nous avons des tablettes de chocolat au sésame, des tablettes de chocolat à la noix de cajou, des tablettes de chocolat au sombara. Vous voyez, donc nous ajoutons des épices à ces chocolats-là qui donnent un autre goût au chocolat et qui apportent autre valeur à ces chocolats-là. Nous sommes déjà à l'export, nous voulons vraiment, SIMPA dans 10 ans doit devenir une industrie de chocolat, une industrie qui va permettre aux producteurs de vivre leur vie de producteurs à l'aise. Tout autre chose à présent, la salle auditorium de la primature a abrité ce lundi 30 septembre 2024 un atelier national de consultation consacré au développement durable de la chaîne de valeur du coton, du textile et de l'habillement. Cet événement a réuni des experts et acteurs clés de 5 pays d'Afrique de l'Ouest, notamment du Bénin, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et de la Côte d'Ivoire dans l'optique de faire la promotion d'une industrie textile plus responsable et durable dans la région. Le reportage est signé Diane Kablancan et Doumbia Ayuba. La salle auditorium de la primature a accueilli un atelier de consultation nationale dédié au développement durable de la chaîne de valeur du coton, du textile et de l'habillement. Un atelier qui a rassemblé des acteurs majeurs de l'industrie ainsi que des experts venus de 5 pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et la Côte d'Ivoire.
Présidé par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, l'atelier vise à renforcer la coopération régionale pour une industrie textile plus responsable et respectueuse de l'environnement. C'est dans ce cadre que notre département ministériel a fait adopter par le gouvernement une stratégie nationale de promotion de la filière textile et habillement en juin 2024. Et donc cet atelier en fait permet de mettre en œuvre en fait toute la matrice d'action concernant en fait cette stratégie qui a été adoptée avec l'appui de nos partenaires techniques qui ont lancé une initiative en tout cas plus grande, l'OMC, l'ONUDI et la FIFA, pour appuyer les pays du C4+, dont fait partie la Côte d'Ivoire, afin de promouvoir l'industrie coton, textile et habillement. L'accent a été mis sur la nécessité de développer les pratiques plus durables, depuis la culture du coton jusqu'à la production des vêtements, afin de réduire l'impact environnemental et d'améliorer les conditions de travail des acteurs du secteur. Au cours de cet atelier, plusieurs panels de discussion ont eu lieu, abordant des sujets clés tels que la gestion responsable des ressources, la modernisation des techniques de production, ainsi que l'intégration des petits producteurs dans une chaîne de valeur plus équitable. Notre rôle a été et sera de pouvoir apporter à cette initiative notre expertise au niveau technique, nos avis conseils et surtout pouvoir apporter et aider les pays concernés donc, pour vraiment entamer ces réformes qui sont nécessaires, entamer cette transformation pour que cette chaîne de valeur coton, textile et habillement puisse connaître un réel essor. Notons que des experts ont mis en lumière l'importance de l'innovation technologique pour une transformation durable du secteur textile dans la sous-région. Aussi, une feuille de route commune dans les pays participants a été prévue pour faciliter la mise en œuvre des recommandations issues de cet atelier. Toujours dans l'actualité, la Fédération des associations des handicapés de Côte d'Ivoire et le Conseil des organisations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire ont animé récemment à Abidjan une rencontre d'échange au cours de laquelle ils ont fait un plaidoyer. Centrée sur l'inclusion professionnelle de la jeunesse handicapée, cette rencontre visait à plaider pour l'insertion et l'autonomisation économique des personnes handicapées. Mon désir Nascimento, Doumbia Yuba. Selon les chiffres, plus de 80% des personnes handicapées en Côte d'Ivoire sont sans emploi. Une réalité qui souligne l'ampleur des défis à relever. Pour contribuer à la recherche de solutions, la Fédération des associations des handicapés de Côte d'Ivoire et le Conseil des organisations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire ont organisé un déjeuner de plaidoyer le vendredi dernier en présence des représentants des ministres de l'Emploi et de la Protection sociale et du ministère de l'Emploi des Jeunes. Thème choisi, autonomisation économique des jeunes personnes handicapées en Côte d'Ivoire, défis, réalités et solutions. L'objectif principal de cette rencontre, c'est justement de faire le plaidoyer auprès des différentes entreprises et du secteur public. Voilà, pour que la question de handicap soit inclue. Et quand on parle d'inclusion, ça veut dire que l'inclusion se distingue de la chose spéciale. L'inclusion, ça veut dire que dans le cadre du service ordinaire, on prend toutes les dispositions pour que les personnes handicapées soient prises en compte. Voilà le rôle de l'inclusion. Donc nous sommes venus pour vraiment faire le plaidoyer, pour dire que si on consacre 365 milliards pour 600 000 jeunes, il y a, dans ces 600 000 jeunes-là, il y a combien de personnes handicapées dedans? L'engagement pris par l'État, c'est que l'État a mis en place deux COTOREP. COTOREP, c'est la commission d'orientation et de reclassement dans le secteur privé comme dans le secteur public. Alors, ces deux commissions auront pour rôle d'identifier les personnes en situation de handicap et de certifier leur handicap et leur employabilité dans le secteur privé comme dans le secteur public. Il est bon de rappeler que cette rencontre se tient à la fin d'une période de 7 jours de sensibilisation et de plaidoyer de ces fêtières des handicapés appelée mini-campagne. Une campagne financée par l'ONG britannique Six Sever. Les syndicats des agents du ministère des Ressources animales et halieutiques étaient récemment en assemblée générale extraordinaire conjointe. Le COFAMIRA, le SINACI, le SINATVC et l'UNATVC se sont retrouvés
après avoir été reçus par le cabinet de leur ministère. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre syndicale, mais 3 ont été soumis au cabinet du MIRA. Il s'agit entre autres de la clé de répartition des primes et le changement de l'emploi des aliotes de Côte d'Ivoire. Nous vous proposons de suivre un extrait de leur déclaration au sorti de cette Assemblée générale extraordinaire. À la sortie de cette Assemblée générale extraordinaire, nous avons 3 points à soumettre à notre cabinet. Le premier point, après notre cri de détresse, notre cri de cœur, lors de la conférence du 14, le cabinet nous a reçus et nous a demandé de faire des propositions pour la clé de répartition des primes. Cette décision ne pouvait pas se prendre sans nos camarades. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui et nos camarades nous ont donné mandat d'aller remettre les 3 déclarations et les 3 résolutions de l'AG à notre cabinet. La première résolution, il s'agit de la signature de l'arrêté d'identification des recettes. La deuxième, il s'agit de la signature de l'arrêté portant répartition de la clé de répartition au niveau de la prime. Et le troisième point, s'agissant du changement d'emploi des aliotes de Côte d'Ivoire. Sur ce, on voulait remercier notre cabinet de nous avoir écoutés et nous sommes impatients que ce travail qui a été fait en amont sera validé dans de plus brefs délais afin de permettre au ministère de tourner la page de cette crise. Il y a un travail qui a été fait au préalable dans les années 2019 et ces 2 différents arrêtés, les propositions d'arrêtés, les projets d'arrêté sont déjà connus. Et ce sont ces 2 projets d'arrêté, plus la question des aliotes, qui sera soumis à notre cabinet. On n'a pas à donner de délai à nos patrons. Mais nous pensons que pour prendre un arrêté, ça ne prend pas du temps. Donc cela va se faire dans des brefs délais. S'agissant de ce que nous souhaiterons avoir comme recours au cas où ces résolutions ne sont pas prises en compte, je pense qu'on n'est pas à ce niveau. Et à tout moment, nous avons recours à nos tests pour aviser. Mais on n'est pas à ce niveau puisque déjà, nous sommes sur la table de discussion avec notre cabinet. La question sera réglée à coup sûr puisqu'ils sont déjà favorables à la clé de répartition. On ne va pas jouer sur la question de pourcentage. Ce sont des recettes qui sont déjà captées, connues. Et nous demandons simplement que cet argent capté puisse servir à la bonification du budget de l'État et à la suite un peu de reversement pour les agents qui mobilisent ces fonds. Je vous remercie. Vous suivez Business 24 Africa. Le maire de la commune de Cocody et son conseil municipal étaient au groupe scolaire Zenamed ce lundi 30 septembre 2024 matin à 7h30. Objectif de cette visite matinale, la traditionnelle cérémonie du salut aux couleurs nationales que le maire et son conseil ont l'habitude d'organiser. Mais pour cette fois-ci, le maire a également apprécié les travaux de réhabilitation du groupe scolaire Zenamed, de l'inspection de l'enseignement primaire public de Cocody, Akwedo. Les détails avec Djekou de Silva et Richard Akeke. Nous sommes au groupe Zenamed de l'inspection de l'enseignement primaire public de Cocody, Akwedo. Avec le maire Jean-Marc Yassé et son conseil municipal, les enseignants, les parents d'élèves et les élèves de l'établissement pour la traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs nationales. On a l'habitude depuis l'année passée de faire le tour dans nos différents établissements scolaires que nous avons primaires pour d'abord inculquer le sens du civisme à nos enfants, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour travailler ensemble
pour réhabiliter nos différentes écoles. Donc c'est un quotidien que nous avons depuis plus de 2 ans. Au début, nous avons fait les travaux, nous avons laissé, mais maintenant nous passons pour revoir si effectivement les opérateurs à qui nous avons confié ces tâches réalisent les différents travaux que nous leur avons confiés. Nous sommes très heureux ce matin parce que nous avons eu la visite de Monsieur le maire qui a réhabilité l'école. Ce matin, il est passé saluer le drapeau avec tout le monde. Il nous a vraiment sauvés parce qu'au début, l'école était vraiment délabrée et c'est lui qui est venu nous faire sortir de cette situation. Le maire Jean-Marc Yassé a profité de cette occasion pour apprécier les travaux de réhabilitation du groupe Zen Ahmed. Mais je demanderai à tous les entrepreneurs qui ont les marchés au niveau de la commune de réaliser correctement ces travaux, de telle sorte que nous soyons pris de plus de confiance auprès d'eux et que aussi nos administrés et la population sachent que le travail pour lequel nous l'avons confié a été réalisé correctement. Notons que c'est dans cette joie populaire que le maire Jean-Marc Yassé a pris congé des élèves, des parents d'élèves et enseignants du groupe scolaire Zen Ahmed. Parlons à présent du prix d'excellence en éducation. Les 6 meilleurs élèves qui se sont distingués aux examens de CEP, de BPC et baccalauréat à Dabou continuent de vivre leur bonheur. Après avoir bénéficié d'un voyage d'immersion à Dubaï, la société Ibajim a procédé à leur distinction. Des tableaux et des prises en charge financière leur ont été remis. La cérémonie s'est tenue au cours de la première édition de la Flamme de l'Excellence. Retour sur quelques images de cette cérémonie. La première édition de la Flamme de l'Excellence a été l'occasion pour Ibajim, société citoyenne, de célébrer les élèves qui ont enregistré à Dabou des performances exceptionnelles. C'était le 11 septembre 2024 dans les locaux de la Drena. Après des ordinateurs, ils ont reçu des tableaux honorifiques, mais surtout des prises en charge financières qui leur permettront de réussir en beauté et maintenir leur performance au cours de l'année scolaire 2024-2025. À cette occasion, le directeur général de Ibajim et parrain de cette cérémonie, Denis Melej, a souligné les valeurs qui doivent animer les enfants chaque année scolaire et universitaire. Les meilleurs élèves, disons, de l'année scolaire 2023-2024 de la région de Dabou. Donc là, nous venons de remettre 4 prises en charge pour les 4 meilleurs bacheliers. Une prise en charge à celui de la 3e et une autre à celle du CM2, en 6e. Mais bien avant ça, on a eu déjà effectué un déplacement que Ibajim m'a bien voulu offrir à ses meilleurs élèves de la région, d'une semaine à Dubaï tout terminé. Là, nous sommes venus et nous sommes venus continuer à boucler ce que nous avons. Donc, on a payé les frais de scolarité, histoire de soutenir les parents. Je remercie beaucoup le DG de Ibajim. Je remercie beaucoup le DG de Ibajim. Je remercie les directeurs d'école, la Drene. Je remercie tout le monde, les parents d'élèves, pour tout ce qui s'est passé. Ibajim qui vient de prouver par cet acte non seulement un cercle de maison, un cercle social aussi pour les enfants de la direction régionale de Yamou. En tout cas, il n'y avait pas meilleur moyen de booster le travail des enfants que cette prise en charge des enfants vers Dubaï, ensuite ponctuée par des remises de chèques très consistants. Ce voyage sur Dubaï a été entièrement pris en charge par le directeur général de la société Ibajim, société initiatrice de cette journée d'excellence. L'actualité se poursuit. Le samedi 28 septembre 2024 s'est déroulée la rentrée solennelle de l'ONG Lannion à Abidjan. Cet événement qui célèbre l'engagement de l'organisation dans les actions humanitaires a réuni des partenaires et fêtières sœurs de l'ONG pour marquer leur soutien à la vision prônée par cette organisation au bien-être des populations défavorisées et de dévoiler les futurs projets. Lesquels projets sont présentés dans ce reportage de Michel Brou et Tima Traoré. Présenter les œuvres et actions menées en faveur des populations démunies était au centre de la rentrée solennelle 2024 de l'ONG Lannion. Cette rencontre était le lieu pour les participants et membres de l'organisation de découvrir les réalisations durant l'année, mais aussi les défis à relever pour l'avenir.
La présidente de l'ONG a souligné l'importance de la solidarité et l'implication de chacun dans les projets humanitaires. La rentrée solennelle aujourd'hui, c'est pour présenter les projets que nous voulons réaliser dans les années à venir. Alors, on a cité ça tout à l'heure dans notre discours. Il y a la création d'un centre d'écoute pour les personnes, des femmes battues, pour les enfants en difficulté, pour les écouter et les accompagner. Et on a la réhabilitation des écoles. Parce que nous intervenons plus en zone rurale. Quand nous allons, nous voyons les écoles où les enfants vont à l'école, c'est vraiment pas commode. On veut réhabiliter les écoles, les maternités. Les représentants du fêtière et partenaires ont félicité l'ONG pour les travaux accomplis. Elles ont exprimé leur engagement à soutenir ces initiatives. L'ONG nous a présenté ces actions qui ont démarré depuis 2012 jusqu'en 2024. Aujourd'hui, nous assistons à une rentrée solennelle. Ça ne peut qu'être un message d'encouragement et de félicitations. Diriger une ONG, je vous ai dit, ce n'est pas du tout facile. Ça demande du temps, de l'argent et de la disponibilité. Le président, par ma voix, on se tient à la disponibilité de cette ONG, les accompagner dans toutes les activités qu'elle compte organiser. Créée depuis 2012, l'ONG Lannion s'est donné pour mission de lutter contre la pauvreté de la femme rurale, de promouvoir les droits de la femme, des jeunes filles, des enfants et de créer des activités génératrices de revenus, mais également des centres d'écoute en faveur des personnes vulnérables. Et si nous allions au cinéma dans cette édition, Miroir, c'est le titre d'un documentaire qui est allé à la rencontre des populations de Koudougou, Kaya, Zenoula, Garango et Koupela. Rassurez-vous, c'est en Côte d'Ivoire. Des localités habitées à la base par des originaires du Burkina Faso et naturalisées pour la plupart vers les années 80 par feu le président Houphouët-Boigny. Des localités qui enregistrent cependant des taux élevés d'enfants sans acte d'état civil, et c'est ce que le film de la réalisatrice Mariam Doumbouya a cherché à comprendre. Et ce, dans le cadre du projet MIDEC, Migration pour les inégalités Sud-Sud. L'œuvre a fait l'objet d'une projection à Peyri le week-end dernier. Issa Badini. 9 enfants sans extrait d'acte de naissance. Dans cet espace aménagé pour les besoins de la cause, les uns et les autres ont fini par éclater de rire. Rire son propre malheur, car le problème des déclarations de naissance, l'on ne connaît que trop bien par ici. À commencer par Madi Ouedraogo, chef de la communauté burkinabé de Soubré, par ailleurs acteur dans ce documentaire Miroir, qu'il est en train de suivre avec sa communauté. Vraiment, c'est pour montrer aux yeux de nos parents, nos compatriotes là, que vraiment il faut tout faire pour que leurs enfants gagnent des papiers. Miroir parce que c'est une question d'identité et c'est un peuple qui est à la recherche aussi d'une identité et qui vit en Côte d'Ivoire depuis 1932 et qui essaie aussi de trouver une nationalité pour ceux qui ne l'ont pas, parce que parfois ils sont rejetés au niveau de leur pays d'origine et au niveau aussi du pays d'accueil. Garango, Kaya Zenoula, Ouagadougou, Koupela, des noms de villages et villes burkinabés repris trait pour trait en territoire ivoirien par des migrants burkinabés, d'où le titre du film Miroir. Un miroir pas très reluisant du fait d'inégalités liées en partie à la migration. Miroir est produit par le projet MIDEC, entendez Migration pour le développement et l'égalité. Le film documentaire là, a été institué pour faire le bilan de toutes les activités de notre recherche. Parce que notre recherche avait 3 étapes. La première étape était d'abord la recherche scientifique. La deuxième étape était la période de sensibilisation, d'intervention. Et puis la troisième étape, c'était de
restituer tous les résultats de cette recherche-là sous forme de support, de communication. Je pense que c'est un bon pas. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment de joie, parce que déjà avec ce film, les gens se voient en train de eux-mêmes décrire l'état de leur société. Projeté ici ce soir, il faut le dire, en avant-première, Miroir restera dans la Nawa pour une deuxième projection, avant certainement l'étape de l'avant-première et plus tard des festivals tels que le FESPACO. Un tour en région dans cette édition, dans le cadre de la mise en œuvre du PND 2021-2025, le ministère du Commerce et de l'Industrie s'est proposé des activités de valorisation et de promotion des investissements dans les pôles économiques compétitifs. Ainsi, la première semaine de valorisation des pôles économiques compétitifs a été organisée dans la région de San Pedro. À cette occasion, les villes de Grand-Bérébi et de Sassandra ont également été visitées. Abel Kwao, Djekou de Silva. C'est une semaine de promotion des opportunités d'investissement dans les connecteurs de San Pedro, Sassandra et Grand-Bérébi. Le premier jour a été consacré à la présentation des opportunités d'investissement dans la région de San Pedro par le directeur régional du commerce et de l'industrie. Le deuxième jour a été consacré à la valorisation du connecteur de la ville de Grand-Bérébi avec une conférence, et le troisième jour, la valorisation du connecteur secondaire de Sassandra. On veut nous présenter le guichet unique de développement des PME, le GUD PME, aux populations, aux PME de San Pedro, de Grand-Bérébi et de Sassandra. Et dans ce cadre-là, le GUD a présenté le dispositif mis en place par l'État pour accompagner l'écosystème, le secteur privé. Nous sommes venus expliquer un peu à la population de cette zone de la Côte d'Ivoire en quoi est-ce que le notariat peut leur apporter de l'aide dans leurs projets de développement. Donc l'objectif de cette semaine-là, c'est de faire connaître les potentialités de la région, de San Pedro, de Grand-Bérébi et également de Sassandra. Donc nous avons également l'objectif à travers cette rencontre-là de rencontrer les opérateurs économiques, recueillir leurs problèmes, leurs difficultés et voir dans quelle mesure le ministère peut les accompagner. Et n'oublions pas que ces opérateurs économiques sont nos principaux partenaires. Soulignant que ces activités permettront aux populations de l'intérieur du pays de tirer pleinement profit des potentialités de leur localité en favorisant la création d'emplois chez les jeunes. L'identification de 14 pôles économiques compétitifs vise à assurer le développement harmonieux et équilibré des grands espaces économiques de la Côte d'Ivoire dans les régions. En image, avant de refermer cette édition, le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé le 27 septembre 2024 à Abidjan une facilité de financement du commerce d'un total de 70 millions d'euros en faveur de la Bank of Africa Maroc BOA. Cette enveloppe se compose d'un accord de participation au risque de 50 millions d'euros et d'une ligne de crédit pour le financement du commerce de 20 millions d'euros. Voilà ce qui fait l'actualité sur la chaîne panafricaine Business 24 Africa. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions. Au revoir.